Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné du professeur Ivan Kachanovski, professeur de sciences politiques au Canada. Vous êtes bien sûr un Canadien d'origine ukrainienne qui se concentre beaucoup sur les sciences politiques et aussi sur les études ukrainiennes. Vous avez également provoqué un scandale au Canada lorsque vous avez révélé qu'un prétendu héros de la Seconde Guerre mondiale, célébré au Parlement canadien, avait en réalité servi dans une unité nazie ukrainienne de la division SS Galicia. Il a été célébré pour avoir combattu les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, et personne ne semblait faire le lien entre ceux que les Russes combattaient et ceux avec qui ils étaient alliés. Mais professeur Kachanovski, vous avez également un article de journal qui sera bientôt publié, intitulé « Qui a perpétré le massacre de Maïdan ? Qui a renversé le gouvernement ukrainien en 2014 ?» Cela sera publié dans l'Econ Journal Watch et nous laisserons un lien vers le journal dans la description. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je suppose que le contexte est assez important. C'est-à-dire qu'en 2014, pendant Maïdan, il y a eu un massacre à Kiev, et il a été imputé au gouvernement, c'est-à-dire à l'administration du président Yanukovych. Et cet événement a joué un rôle très critique en termes de, mobilisation, sinon légitimation, du renversement du président Yanukovych, ce qui a ensuite déclenché une guerre qui se poursuit encore aujourd'hui. C'est donc un événement assez significatif. Et pourtant, ce que nous avons appris peu après, c'est cet appel téléphonique divulgué entre le ministre des Affaires étrangères estonien et le chef des Affaires étrangères de l'UEPROA, dans lequel ils ont révélé qu'ils savaient que c'était probablement l'opposition soutenue par l'Occident qui était derrière l'attaque. Toutes les preuves montrent que des personnes ont été tuées par des snipers des deux côtés, parmi les policiers et les gens dans les rues, et que c'était les mêmes snipers qui tuaient des gens des deux côtés. Elle m'a aussi montré quelques photos. Elle a dit, en tant que médecin, elle peut affirmer que c'est la même signature, le même type de balle, et c'est vraiment troublant. Mais nous ne parlons plus beaucoup de ce massacre, tout comme nous ne devrions pas parler de Nord Stream. Now stronger and stronger understanding that behind snipers, it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition. But we don't speak much about this massacre anymore, much like that we shouldn't speak about Nord Stream. So I thought. Je pensais que nous pourrions d'abord aborder, si vous le pouvez, les principaux récits sur ce qui s'est passé sur Maïdan par rapport à ce que nous avons appris des preuves. What we have learned from evidence. Oui, je pense que c'est une question très importante et cruciale. Basée sur mes recherches sur ce qui s'est passé en Ukraine en février 2014, lorsqu'il y a eu un changement de gouvernement ukrainien, pendant l'année des manifestations de masse sur le Maïdan à Kiev et dans d'autres régions d'Ukraine, je pense que c'est pourquoi c'est une question si cruciale. Je l'ai examinée parce qu'elle a dégénéré en conflit entre l'Ukraine et la Russie, entre la Russie et l'Occident, et aussi en conflit interne en Crimée et dans le Donbass, menant finalement à l'invasion russe de l'Ukraine. C'est le sujet de mon nouveau livre qui sera publié sur ce thème. C'est pourquoi j'ai examiné de très près ce massacre, et j'ai également examiné le gouvernement de Yanukovych, car il était directement lié à ce massacre. Le récit principal, qui est promu par les gouvernements et les médias en Ukraine et aussi en Occident, et que ce sont les forces de Yanukovych, des snipers ou l'unité de police Berkut, qui ont massacré les manifestants du Maïdan, qui étaient désarmés et pacifiques. Cela a essentiellement conduit à la fuite de Yanukovych de Kiev, et cela a conduit à sa destitution, une sorte de révocation légale par vote du Parlement, car il a essentiellement abdiqué et quitté l'Ukraine, étant tenu responsable du massacre du Maïdan. Et c'est un récit qui est encore promu par tous les grands médias en Occident, à quelques exceptions notables près.
le New York Times a récemment publié un article disant exactement la même chose, et ainsi de suite. Donc, c'est un récit incroyable, parce que toutes les preuves que j'ai examinées sont en réalité très différentes, basées sur des données primaires. Donc c'est, je pense, un récit très important. De plus, ces récits russes prétendent qu'il s'agissait d'un coup d'État fasciste qui a conduit à la création d'un État uni en Ukraine. Et ils ont également utilisé cela pour justifier l'invasion russe de l'Ukraine. En fait, je pense que personne n'a recherché ce massacre plus que vous. Vous avez également assisté aux audiences du tribunal et suivi ce processus. Que pensez-vous que les gens devraient savoir à ce sujet? Qu'est-ce qui a été réellement révélé au tribunal pendant que vous parcouriez les documents? Oui, j'ai examiné tous les documents disponibles au public. J'ai examiné ce massacre depuis le moment où il se produisait. Je regardais cela en direct, tout en suivant tous les événements pendant Maïdan, car je me spécialise dans la recherche sur la politique et les conflits en Ukraine, en particulier la violence politique. Donc pour moi, c'était un développement très important, un développement crucial. Et depuis, j'ai recherché le massacre de Maïdan pendant plus de 11 ans. Je suis toujours à la recherche de toute autre preuve disponible au public. Mais je pense qu'il est maintenant très clair, sur la base des preuves que j'ai recueillies et que j'ai présentées dans mon livre en libre accès, récemment publié par Palgrave Macmillan, une grande maison d'édition académique occidentale. Ce livre en libre accès est facilement disponible pour quiconque souhaite le lire et le télécharger. Dans cette étude, je résume toutes ces preuves. J'ai également publié 3 articles de revue à comité de lecture qui examinent toutes les preuves concernant le massacre de Maïdan. Comme vous l'avez mentionné, il y a un nouvel article de revue à comité de lecture qui sera publié, je pense, plus tard ce mois-ci, à propos de cet événement également. Ce que j'ai fait, en plus de consulter toutes les vidéos et témoignages de témoins disponibles publiquement sur ce massacre, c'est d'examiner toutes les audiences du procès du massacre de Maïdan qui se déroulait en Ukraine, et elles étaient diffusées en direct sur YouTube. Il y a aussi un enregistrement de chaque session de procès, donc j'ai examiné toutes ces sessions de procès qui étaient disponibles publiquement depuis 2015. Un verdict sur le massacre de Maïdan a été rendu en 2023, et maintenant il y a une audience en cours d'appel sur le même cas. Donc c'est encore quelque chose que je continue de rechercher. Sur la base de toutes ces preuves, qui sont disponibles publiquement sur YouTube, seulement quelques dizaines de personnes regardaient ces sessions de procès, et les médias occidentaux et ukrainiens n'ont pas rapporté toutes les révélations, qui sont tout simplement incroyables, qui ont eu lieu pendant ce procès. Encore une fois, c'est disponible publiquement, et j'ai examiné tout cela et présenté toutes ces preuves dans mon livre et dans mes articles de revue à comité de lecture. Donc fondamentalement, la grande majorité des activistes de Maïdan, qui ont été blessés pendant le massacre de Maïdan le 20 février 2014, ont effectivement témoigné. Pendant le procès du massacre de Maïdan, ou lors de l'enquête après le massacre de Maïdan, ils ont témoigné qu'ils avaient vu des tireurs d'élite situés à l'hôtel Ukraina et dans d'autres lieux contrôlés par Maïdan, et qu'ils avaient été abattus et blessés, et que d'autres activistes de Maïdan avaient été abattus et blessés par ces tireurs d'élite. C'est tout simplement incroyable, car l'enquête officielle a nié l'existence de tels tireurs d'élite. Cela a été considéré comme une théorie du complot. C'est pourquoi de nombreux médias ont simplement affirmé qu'il s'agissait d'une théorie du complot, etc. Même maintenant, les personnes qui étaient là, parce qu'elles ont été blessées, la grande majorité d'entre elles témoignent qu'elles ont vu de tels tireurs d'élite. Anne Lee,
et qu'elles ont été informées par d'autres activistes de Maïdan de l'existence de tels tireurs d'élite dans cet hôtel Ukraina et d'autres lieux contrôlés par Maïdan. Et qu'ils ont eux-mêmes été abattus et blessés par ces snipers. Et ils ont également témoigné que d'autres activistes de Maïdan ont été abattus et blessés. Cela est soutenu par des vidéos, des examens balistiques médico-légaux menés par des experts gouvernementaux et des examens médico-légaux menés par des experts gouvernementaux. Par exemple, lors du procès du massacre de Maïdan, une vidéo de la télévision belge a été montrée dans son intégralité, d'environ 1 heure. Cela faisait partie de la vidéo la plus célèbre du massacre de Maïdan, qui a été diffusée par tous les grands réseaux de télévision juste après le massacre, et a été présentée comme preuve que ces activistes de Maïdan ont été abattus, tués et massacrés par la police berkute ou par des snipers gouvernementaux. Et en fait, toute la vidéo, que j'ai également obtenue de journalistes belges qui ont filmé cette vidéo, montre qu'avant que ce groupe d'activistes de Maïdan ne soit massacré, ils ont été conduits dans cette zone spécifiquement pour être abattus par 2 autres activistes de Maïdan, qui les ont menés sans raison. Et ils n'ont même pas pu expliquer cette raison lors de leurs interviews et de l'enquête. La vidéo montre également que ce groupe de manifestants a été abattu depuis la direction de l'hôtel Ukraina, dans le dos. Et ils ont remarqué cela et ont demandé aux snipers là-bas de ne pas tirer sur eux. C'était tout simplement incroyable. Le verdict du procès du massacre de Maïdan a confirmé cela et a déclaré qu'il y a des preuves claires que des tirs ont été effectués depuis l'hôtel Ukraina en direction des activistes de Maïdan, visant spécifiquement à les tuer et non pour toute autre raison. C'est donc comme des examens balistiques, médico-légaux, menés par des experts pour le massacre de Maïdan. Les enquêtes ont montré que de nombreux activistes de Maïdan ont de nouveau été abattus depuis la direction de l'hôtel Ukraina et d'autres bâtiments contrôlés par Maïdan. Et les examens médico-légaux ont également révélé que presque tous les activistes de Maïdan ont été tués et blessés depuis des directions très raides, de côté, de gauche ou de droite, ou par derrière, tandis que la police, dont les membres sont accusés de ce massacre d'activistes de Maïdan, se trouvait devant ces activistes et au même niveau de sol. C'est donc tout simplement incroyable. Toutes ces preuves sont publiquement disponibles et j'ai créé des annexes vidéo avec de tels témoignages. En plus de cela, il y avait aussi environ 100 témoignages de témoins à charge qui ont témoigné, encore une fois, de tels snipers à l'hôtel Ukraina et dans d'autres lieux de Maïdan. Et ils ont également témoigné qu'ils ont vu des activistes abattus par ces snipers. C'est donc simplement une preuve, qui est une preuve accablante et qui n'a jamais été rapportée par les médias. C'est essentiellement une dissimulation de cette preuve, parce que, évidemment, c'est une preuve très explosive. Ces révélations ont été confirmées, dans une certaine mesure ou partiellement admises, même par le verdict du procès du massacre de Maïdan en Ukraine. Et c'est aussi une admission très importante, car vous avez maintenant un verdict officiel qui déclare qu'il y avait de tels snipers situés dans l'hôtel Ukraina, que cet hôtel Ukraina était contrôlé par des activistes de Maïdan au moment du massacre de Maïdan, et que de nombreux activistes de Maïdan ont été abattus, tués et blessés depuis cet hôtel, à l'époque où il était contrôlé par des activistes de Maïdan. Et ce verdict a également déclaré que des snipers de Maïdan ont tiré sur l'équipe de télévision de la BBC, ce qui est capturé dans une vidéo célèbre. De plus, le verdict a indiqué qu'il n'y a aucune preuve que Yanukovych, son ministre de l'Intérieur, ou d'autres dirigeants ou fonctionnaires du gouvernement aient donné l'ordre de massacrer les activistes de Maïdan. Je pense que c'est une révélation incroyable, qui n'est rapportée par aucun grand média, mais je l'ai publiée et présentée dans mes études académiques. Elles ont reçu beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux,
et mon livre a déjà été téléchargé et lu par, je pense, maintenant plus de 300 000 personnes, ce qui témoigne également de l'importance de cet événement. Mais oui, j'ai trouvé cela intéressant parce que j'ai lu cet article ainsi que vos autres travaux, et les preuves semblent être assez accablantes en termes de témoignages donnés sur l'origine des tirs et qui les a tirés. Encore une fois, la direction des balles, que vous avez également décrite, toutes les preuves sont à peu près là. Alors quel est le contre-argument à cela? Parce que, dans cet article que vous écrivez, vous abordez, je suppose, d'où viennent certains arguments. Vous abordez un article de, j'ai oublié son nom, appelons-le un érudit du Conseil de l'Atlantique. C'est l'article que vous commencez à aborder. Le Conseil de l'Atlantique est d'ailleurs un groupe de réflexion dirigé par l'OTAN, enfin c'est ainsi qu'on l'appelle. Mais il est assez méprisant. Si vous sortez du récit, on dit essentiellement, que vous répétez les points de discussion du Kremlin et la propagande russe. Mais, en dehors des calomnies, quel est l'argument? Quelqu'un aborde-t-il réellement ces preuves et propose-t-il une explication raisonnable ou s'agit-il simplement de calomnies pour le moment? Non, il n'existe pas de telles études, encore une fois, basées sur des preuves primaires. D'autres personnes qui rejettent encore mes conclusions, ce qui est assez incroyable, compte tenu de toutes les preuves, ne les examinent pas, car elles ne peuvent évidemment pas les contester. Elles essayent donc de recourir à des attaques ad hominem, affirmant que je suis d'une manière ou d'une autre lié à la Russie, ce qui est tout simplement absurde, car je suis un chercheur ukrainien. Je n'ai, encore une fois, aucun lien avec la Russie. Et je fais des recherches sur la violence en Ukraine, toute la violence politique en Ukraine depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris pendant la Grande Terreur de Staline, et les conflits modernes, comme la guerre dans le Donbass. Ils essayent de me dépeindre comme ayant de forts liens avec la Russie. Mais c'est juste un autre argument qu'ils ont inventé, sans aucune preuve, juste pour rejeter mon travail. Ils nient également les preuves que j'ai présentées dans mon étude. Ils nient que le verdict du procès du massacre de Maïdan a émis des conclusions sur des snipers de Maïdan situés à l'hôtel Ukraina et que des manifestants de Maïdan ont été tués et blessés depuis cet hôtel, qui était contrôlé par des activistes de Maïdan. C'est donc un type d'expert autoproclamé, je pense, Katie Young, qui a publié des articles dans ce bastion conservateur, je pense que c'est un magazine ou juste un site web, dans lesquels elle a affirmé que le procès du massacre de Maïdan n'a rien produit de semblable à ce que j'ai écrit dans mes commentaires et publications sur les réseaux sociaux, et aussi dans mon livre. Pourtant, elle n'est pas capable. Et en fait, même si j'ai cité tout ce texte, qui a été publié dans la base de données officielle des décisions judiciaires ukrainiennes en ligne, et qui fait presque 1 million de mots. Et donc, j'ai cité des références spécifiques à cela dans la traduction de l'ukrainien vers l'anglais. J'ai également publié des extraits, presque je pense, environ 20 pages d'extraits de cette traduction talmudique, qui montrent toutes ces références aux snipers de l'hôtel Ukraina, que cela était contrôlé par des activistes de Maïdan, qu'il n'y avait pas d'ordre de Yanukovych, et ainsi de suite. Mais elle a essentiellement inventé toutes ces affirmations et a publié ces fausses affirmations selon lesquelles cela n'a jamais eu lieu, même si elle-même ne connaît aucune langue ukrainienne et n'a jamais lu ce verdict, car elle ne l'a jamais cité. Elle s'est simplement appuyée sur les rapports des médias ukrainiens à propos de ce verdict, et aussi sur le rapport de Radio Liberty à propos de ce verdict. Et tous ces médias, qui étaient en fait financés par l'USAID et d'autres agences gouvernementales des États-Unis,
ou des fondations occidentales, comme la Fondation Soros, et ainsi de suite. Donc tous ces médias ont omis toutes ces références aux snipers de Maïdan et au massacre sous faux drapeau de Maïdan de ce verdict. Et donc, c'est encore un exemple d'un argument où ils ne peuvent pas contester les preuves. Alors ils inventent toutes ces fausses affirmations ou omettent simplement toutes ces preuves qui sont publiquement disponibles, y compris la reconnaissance de facto par le verdict du procès du massacre de Maïdan, de ce massacre sous faux drapeau de Maïdan, ce qui est une confirmation de ce que j'ai écrit dans mes articles, papiers et livres sur le massacre de Maïdan. Mais c'est aussi une preuve que ce massacre de Maïdan, qui a accusé Berkut de la fusillade et du meurtre d'environ 31, je pense, 31 activistes de Maïdan sur 49 qui ont été tués le 20 février 2014, n'était en fait pas basé sur des preuves, mais sur un seul examen balistique médico-légal, qui a été falsifié, car il a renversé environ 40 autres examens balistiques médico-légaux précédents par des experts du gouvernement ukrainien, y compris celui qui a été spécifiquement mené par un système automatique sans aucune implication humaine, et a trouvé qu'il n'y avait pas de lien, pas de correspondance entre les balles qui ont été extraites des corps des activistes de Maïdan blessés et tués, et les balles qui ont été tirées par des kalachnikovs utilisés par la police anti-émeute en Ukraine. Donc, c'est un type de preuve qui est, je pense, très clair et significatif. Et ce verdict falsifie ses conclusions de base parce qu'il ne peut pas simplement émettre une décision contraire et rejeter complètement l'argument, puisque le système judiciaire ukrainien n'est pas indépendant. Même ce procès a été organisé par des activistes d'extrême droite qui sont entrés dans la salle d'audience du procès 2 fois et ont essentiellement attaqué les policiers de Berkut sans aucune conséquence. Ils ont également mis des pneus de voiture devant le tribunal du district de Sviatoshin à Kiev et ont menacé de brûler ce bâtiment, encore une fois, sans aucune conséquence, spécifiquement parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient pendant ce procès du massacre de Maïdan. Donc, toutes les preuves sont très claires. Mais certaines personnes continuent d'affirmer qu'il n'y avait pas de sniper sur le Maïdan, que l'hôtel Ukraina n'était pas contrôlé par des activistes du Maïdan, et que c'est une théorie du complot ou de la propagande russe, etc. Ils montrent essentiellement qu'ils ne sont pas des personnes sérieuses ou des experts sérieux. Ils promeuvent des affirmations frauduleuses et délibérément fausses, contraires à toutes les preuves. Ce n'est pas ce qu'un universitaire est censé faire. Vous avez mentionné ce livre d'Adrian Karatnicki, qui a publié un livre dans lequel il a omis toutes les preuves que j'ai présentées dans mes études académiques. Il affirme que ce n'était pas la responsabilité de la police ukrainienne, mais plutôt celle de la Russie, que la Russie a utilisée. Les forces gouvernementales de Yanukovych et les auteurs ont essentiellement été impliqués dans ce massacre spécifiquement pour renverser Yanukovych et s'emparer de la Crimée, etc. Ils n'utilisent aucune preuve. Ils se contentent de faire cette affirmation et cela est publié par Yale University Press, même si toutes les preuves indiquent le contraire. Même le verdict du procès du massacre de Maïdan et l'enquête officielle ukrainienne ont clairement indiqué qu'il n'y avait aucune preuve de l'implication de tireurs d'élite du gouvernement russe ou d'agents du gouvernement russe dans ce massacre. Mais maintenant, vous avez un livre publié par quelqu'un qui n'est pas un expert, qui n'est pas un expert académique. Il est lié à un groupe de réflexion associé à l'OTAN, financé par des gouvernements occidentaux et de grandes entreprises d'armement, spécifiquement pour propager un tel récit faux. Donc, je pense qu'il contient toutes les preuves qui sont publiquement disponibles. Mais il est fascinant de voir comment les récits sont poussés,
ainsi que les histoires qui ont été réellement rapportées en Ukraine. Parce que, comme nous le savons, après le coup d'État de 2014, les médias ont été purgés en même temps que l'opposition politique. Ce que nous avons appris du fait que Trump a coupé le financement de l'USAID, c'est que, tandis que les médias indépendants étaient détruits en Ukraine, les Américains sont intervenus et ont pris le relais, avec l'USAID finançant entre 85% et 90% des médias ukrainiens. Il est accablant de voir une grande puissance, avec un tel intérêt pour le pays, prendre effectivement le contrôle de tous les médias par le biais du financement. Maintenant, évidemment, cela ne signifie pas qu'il y a des liens directs ou des preuves que l'Amérique leur a dit exactement quoi écrire. Mais je pense qu'il est raisonnable de supposer que les personnes qu'ils ont embauchées et ce qu'elles ont rapporté devaient avoir une certaine conformité avec le récit américain si elles voulaient encore du financement, bien sûr. Mais cela aboutit souvent à ces récits que je vois non seulement dans les médias en Ukraine, mais aussi à travers l'Occident. Des récits où il n'y a pas besoin de preuves du tout, tant qu'ils utilisent les bons slogans. Et nous voyons que toute opposition, c'est-à-dire toute critique ou contre-argument, est simplement rejetée comme de la propagande russe ou des points de discussion russes, comme vous l'avez très bien décrit. Mais je voulais aussi vous demander, cependant, nous savons que les balles ne provenaient pas des fusils de Berkut. Nous savons qu'elles venaient de l'hôtel Ukraine. Nous connaissons la direction, encore une fois, également du même endroit. Mais qui était derrière la fusillade alors? Quelqu'un a-t-il été identifié en termes de qui a commis les massacres? Oui, je pense qu'il y a également des preuves claires que ce massacre des manifestants de Maïdan, mais aussi de la police, a été perpétré par des éléments de l'opposition oligarchique de Maïdan et des organisations d'extrême droite, y compris le secteur droit, et ainsi de suite. Les preuves incluent des aveux de nombreux snipers. J'ai cité 14 aveux de 14 snipers de Maïdan qui ont avoué. Beaucoup d'entre eux ont admis avoir tiré sur la police Berkut. Et cela a été le début du massacre de Maïdan. Après cela, la police Berkut et les troupes internes ont fui la zone de Maïdan parce qu'elles n'avaient pas d'armes à feu pour tirer sur les snipers. Et ces mêmes snipers ont en fait plus tard tiré sur des activistes de Maïdan depuis l'hôtel Ukraine et d'autres lieux contrôlés par Maïdan. De telles admissions, comme je l'ai mentionné, ont été faites par des membres de la Maidan Snipers Company liés à l'extrême droite, qui était dirigée par l'un des activistes d'extrême droite, ayant admis dans les médias ukrainiens qu'il avait organisé cette compagnie avec le soutien du secteur droit. Cette compagnie comprenait principalement des personnes de l'ouest de l'Ukraine, et beaucoup d'entre elles ont admis, comme je l'ai mentionné, avoir tiré sur la police. J'ai d'abord identifié cette compagnie et son commandant comme impliqués dans le massacre de Maïdan dans mon étude, qui a été présentée en 2015 lors de la réunion annuelle de l'American Political Science Association. Et donc, c'est comme, ils ont essentiellement admis avoir tiré sur la police, mais ils sont restés silencieux sur ce qui s'est passé avec la fusillade des activistes de Maïdan. Le chef ou commandant de cette compagnie, qui a été élu au Parlement ukrainien après le massacre de Maïdan, a déclaré que les Ukrainiens ne sont pas encore prêts à apprendre ce qui s'est passé pendant le massacre de Maïdan. Il a déclaré cela dans une interview à la télévision ukrainienne. Donc, en gros, admettre qu'il y a quelque chose à cacher. Et encore une fois, il n'a jamais été enquêté, et personne de son entreprise n'a été poursuivi et condamné pour le massacre de policiers, même s'ils l'ont admis. Il n'y a eu aucune poursuite contre les membres de cette entreprise pour le massacre des activistes de Maïdan, même s'il existe des vidéos et d'autres témoignages, comme des vidéos montrant que des membres de cette entreprise
ainsi que le commandant de cette entreprise, se sont déplacés vers l'hôtel Ukraine pendant le massacre de Maïdan. Ils étaient à l'hôtel Ukraine. Et il y a également eu des tirs filmés en direction des activistes de Maïdan pendant ce massacre de Maïdan. Cela a été filmé, je pense, par 2 chaînes de télévision. Cela a été filmé par Russia Today et aussi par la télévision allemande ZDF. La télévision allemande ZDF a en fait filmé ce groupe de snipers de Maïdan tirant depuis l'hôtel Ukraina en direction des activistes de Maïdan en bas. Mais ils ont montré ces images seulement dans une émission, quelques semaines après le massacre de Maïdan, puis ont retiré ces images. J'ai pu sauvegarder cette vidéo de la télévision publique allemande. C'est une révélation très importante, car cette société de télévision publique allemande a filmé un groupe de snipers de Maïdan liés au secteur droit, tirant en direction des activistes de Maïdan. Ils ont également filmé cela dans une chambre d'hôtel, qui était louée à l'époque par une autre société de télévision allemande, en fait louée par la télévision ZDF. En même temps, il y avait une autre société de télévision allemande, ARD, qui a filmé tout le massacre depuis cette chambre d'hôtel, la chambre de l'hôtel Ukraina. Et ils n'ont jamais diffusé les images de ce massacre qu'ils ont filmé. Donc, cela n'a jamais été publié et seulement divulgué par quelqu'un. Ces images n'ont été diffusées et montrées qu'au procès du massacre de Maïdan et ont également été postées sur différents sites sans aucun son. C'est assez incroyable, car plus tard le son apparaît. Mais en tant que partie très importante du massacre, le son manquait. Ces images ont été filmées lorsque ce groupe de tireurs d'élite d'extrême droite tirait depuis l'hôtel Ukraina. Depuis la même pièce, d'où ces images ont été filmées, à nouveau en direction des activistes de Maïdan. Donc en gros, vous avez une dissimulation par la télévision publique allemande des tireurs d'élite. C'est une preuve claire de l'implication de ce groupe dans le massacre de Maïdan. Mais il y a aussi des aveux de plusieurs anciens membres de l'armée géorgienne. Ont été déclarés publiquement dans diverses interviews dans les médias italiens, israéliens, macédoniens et aussi russes. Ils ont également fourni ces témoignages pour le procès du massacre de Maïdan. Et les États-Unis ont également documenté. Ils ont déclaré qu'ils étaient membres de groupes de snipers de Maïdan. Et ils ont également mentionné la même entreprise qui était liée au secteur droit et des membres des personnes qui faisaient partie de cette entreprise comme un groupe de snipers. Ils ont également mentionné qu'il y avait des snipers de Géorgie, y compris eux-mêmes, et qu'ils avaient été informés par les dirigeants de l'opposition de Maïdan à l'époque, et aussi par l'ancien président de Géorgie, de mener essentiellement un massacre, à la fois de la police et des manifestants, en créant le chaos et en blâmant chaque camp pour que chaque camp croie qu'il a été tiré par l'autre camp. Il y a de telles admissions, et leurs témoignages sont cohérents avec toutes les preuves que j'ai mentionnées dans mes études. Même ainsi, leurs témoignages ont été rejetés comme n'étant pas de vrais témoignages. On a prétendu qu'ils étaient une sorte d'acteurs engagés par les services de renseignement russes, etc., même s'ils ont présenté leur vrai nom. Comme je l'ai mentionné, toutes les preuves sont cohérentes dans leurs témoignages avec les preuves que j'ai examinées concernant les snipers de l'hôtel Ukraina, concernant ce groupe de snipers liés à l'extrême droite, etc. Leur témoignage a été admis. Le témoignage de l'un d'eux a été admis pour le procès du massacre de Maïdan, et il a été montré lors du procès du massacre de Maïdan. Le parquet ukrainien a dû confirmer que cette personne utilisait son vrai nom et qu'elle était en Ukraine avant le massacre de Maïdan, franchissant la frontière de l'Ukraine. Ce sniper, un sniper géorgien, a déclaré qu'ils étaient en fait arrivés pendant le massacre de Maïdan, mais qu'ils utilisaient de faux documents avec de faux noms. Donc, cela est, encore une fois, tout à fait cohérent,
mais cela n'a jamais été enquêté. Et donc maintenant, vous avez des preuves de l'implication de l'opposition géorgienne en tant qu'élément dans ce massacre de Maïdan. Ce qui est, je pense, également une dimension importante. I find it strange how Je trouve étrange que tout soit d'une manière ou d'une autre rejeté, comme s'il s'agissait maintenant d'une sorte de propagande russe. C'est aussi parce que le rôle de l'extrême droite ou des fascistes était assez évident. Cela a effectivement été discuté ouvertement dans les médias occidentaux jusqu'à ce que nous ne le fassions plus. Encore une fois, de la BBC, du Guardian, tous ont initialement écrit sur ces groupes qui ont prouvé avoir un rôle très important pendant Maïdan. En effet, le leader du groupe, C14, se vante devant la caméra de leur rôle clé. Bien qu'ils aient été minoritaires, ils ont néanmoins eu une influence écrasante sur Maïdan, compte tenu de l'utilisation de la violence. Vous avez mentionné le secteur droit, le leader là-bas, Dmitry Yarosh. Il a même menacé Zelensky, n'est-ce pas? Lorsque Zelensky a remporté l'élection, parce qu'il s'était présenté sur une plateforme visant à promouvoir la paix dans le Donbass. Et je pense qu'à un moment donné, il a menacé que Zelensky serait pendu à un arbre s'il essayait de mettre en œuvre essentiellement le mandat de paix qu'il avait remporté à 73%. Il n'a pas été arrêté pour cela. Au lieu de cela, il a été placé dans une position militaire très élevée en Ukraine, ce qui a causé une controverse. Habituellement, si vous menacez la vie du président, vous ne finissez pas avec une promotion massive. Mais cela montre en quelque sorte combien de pouvoir ils ont réellement accumulé. Mais oui, on peut dire la même chose, je suppose, pour le fondateur du bataillon Azov. C'est Andrei Biletsky. À un moment donné, avant cela, il a même été cité dans les médias britanniques disant que la mission historique de la nation ukrainienne était de mener la race blanche contre les Untermenschen dirigés par les Sémites. Je veux dire, c'est un peu des trucs très radicaux. Mais encore une fois, il a aussi fini dans une position très élevée après avoir également, soit dit en passant, menacé Zelensky si Zelensky essayait de retirer l'une des armes lourdes, surtout autour de la région de Solotvino. Mais pour une raison quelconque, cela est traité comme une sorte de théorie du complot ou de propagande russe que les groupes fascistes ont accumulé beaucoup de pouvoir. Je veux dire, ils célèbrent Bandera. Ils changent les noms des rues et construisent des monuments pour les sympathisants fascistes. Même aussi, l'insigne mélange l'ange du loup avec le soleil noir. C'est juste, encore une fois, en plein visage. Au Congrès américain, ils discutaient autrefois pourquoi il était problématique de financer des groupes fascistes. Mais que s'est-il passé là-bas? Parce que ces types de groupes étaient assez importants en termes d'utilisation de la violence pour accumuler du pouvoir politique. Mais comment cela a-t-il été simplement blanchi? Je pense principalement en Occident. Je pense que c'est aussi une question très importante concernant l'implication de l'extrême droite et le pouvoir de l'extrême droite. Mes études montrent que l'extrême droite a été impliquée dans le massacre de Maïdan, des activistes de Maïdan et de la police, ce qui a conduit, évidemment, au gouvernement ukrainien et au conflit ultérieur en Ukraine. Au moment du massacre de Maïdan, en fait, l'organisation Azov, qui a ensuite organisé Azov, faisait partie du secteur droit. Cela faisait partie d'une organisation unie appelée le Patriote d'Ukraine, qui était une branche paramilitaire de l'Alliance nationale sociale d'Ukraine. L'Assemblée nationale sociale, qui utilisait tous ces symboles néo-nazis, était dirigée par le leader actuel d'Azov, Biletsky, qui utilise toutes ces déclarations ouvertement néo-nazis, etc. J'ai cité de telles déclarations dans mon article de revue à comité de lecture, qui a été publié à ce sujet, et j'ai examiné l'implication de l'extrême droite dans le massacre de Maïdan, la guerre dans le Donbass et le massacre d'Odessa, qui est un autre cas important de violence dans mes études.
Et c'est, je pense, l'une des raisons pour lesquelles l'extrême droite est devenue si puissante, et pourquoi leur pouvoir est bien plus grand par rapport à leur nombre. Parce qu'en termes d'adhésion, les organisations d'extrême droite étaient très petites pendant Maïdan. Il y avait juste quelques centaines de membres du secteur droit, mais parce qu'ils se sont appuyés sur la violence et ont pu renverser le gouvernement de Yanukovych en alliance avec l'opposition oligarchique, et que cela a été de facto soutenu par les gouvernements occidentaux, cela a conduit à une situation où l'extrême droite, y compris des néo-nazis déclarés comme le mouvement Azov et C14, a acquis un pouvoir disproportionné en Ukraine, et ils comptent toujours sur la violence. Et pour cette raison, Zelensky a abandonné l'accord de paix de 2019, lorsqu'il a été élu sur la plateforme de la paix, en raison des menaces de l'extrême droite, spécifiquement du secteur droit, que vous avez mentionné, mais aussi d'Azov, qui a créé sa propre organisation peu après le massacre de Maïdan et peu après avoir été impliqué dans le massacre d'Odessa en 2014, qui est un autre cas important. C'est une situation très dangereuse, car l'extrême droite a maintenant la possibilité d'essayer d'empêcher un accord pacifique en Ukraine pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Et ils ont la capacité de mettre leur veto à un tel accord de paix en menaçant essentiellement Zelensky et d'autres responsables du gouvernement ukrainien. Mais la réponse de Zelensky à cela n'a pas été de tenter de limiter l'influence de l'extrême droite. Au lieu de cela, il a essayé de les apaiser et de s'allier avec eux. Il a donné de nouvelles opportunités à Azov. Azov, qui était à l'origine un bataillon, est maintenant devenu un corps d'armée. Récemment créé à partir de l'une des brigades Azov. Il y avait 2 brigades Azov, et maintenant vous avez un corps et une brigade. Et il y a d'autres unités d'Azov. C'est une variété très puissante en Ukraine, y compris des néo-nazis déclarés. Pour des raisons politiques, l'implication de l'extrême droite dans le massacre de Maïdan a été niée et rejetée par le gouvernement ukrainien, les médias ukrainiens, le gouvernement occidental et les médias occidentaux. Cela a continué dans une bien plus grande mesure après l'invasion russe, car il est devenu politiquement utile d'utiliser cette extrême droite, en particulier le mouvement Azov, puisqu'ils sont très idéologiquement motivés et ont une très forte incitation à combattre la Russie. Ils ont donc été présentés maintenant comme des héros, comme des défenseurs de l'Ukraine, etc., comme luttant pour l'indépendance ukrainienne. Et ils reçoivent des armes et du soutien et même une validation des médias occidentaux et des politiciens occidentaux, même si les mêmes organisations Azov et leurs prédécesseurs ont été impliqués dans le massacre de Maïdan, le massacre d'Odessa et une variété d'autres violations des droits de l'homme. Ils ont également été impliqués dans des crimes de guerre dans la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine et ont ouvertement menacé Zelensky. Cela est essentiellement fait pour des raisons politiques, non basées sur des preuves. Et nous avons maintenant une continuation du blanchiment et de la glorification de l'extrême droite et des néo-nazis déclarés en Ukraine. Et c'est, je pense, un développement très important qui aurait des conséquences très significatives pour l'Ukraine. Et peut-être pas seulement pour l'Ukraine, mais il y a aussi la possibilité d'un retour de bâton et d'un effet boomerang pour l'Occident, comme cela s'est déjà produit avec Al-Qaïda et d'autres organisations similaires. Je me demandais, en revenant au Maïdan de 2014 après la fusillade, lorsque Yanukovych a été évincé du pouvoir. Je pensais que vous aviez écrit des choses intéressantes parce que nous, en Occident, disons maintenant, eh bien, ce n'était pas un coup d'État parce qu'il a fui, comme si c'était presque un choix volontaire. Ou, comme vous l'écrivez, que c'était parce qu'il craignait d'être tenu illégalement responsable des meurtres sur le Maïdan. Mais bien sûr, ce n'est pas vraiment le cas.
Je me demandais si vous pouviez aborder cela, mais aussi ce qui s'est réellement passé par la suite. Avant de fuir, Yanukovych a été en fait poussé à accepter une trêve avec l'opposition politique et à former ce gouvernement d'unité, que les pays occidentaux, la France et l'Allemagne et d'autres ont signé en tant que garant. Il semblait donc que la paix pourrait réellement éclater avant que tout ne s'effondre. Que s'est-il passé après la fusillade du Maïdan en termes de destitution de Yanukovych? Oui, je pense que j'ai également examiné cette question dans mon livre à paraître. J'ai étudié l'Euromaïdan et l'implication des États-Unis, et essentiellement dans le changement de régime en Ukraine. Donc cela n'a pas été mené uniquement par l'opposition ukrainienne, mais aussi par des entités étrangères. Il existe des preuves de l'implication du gouvernement américain dans le changement de régime en Ukraine, spécifiquement pour évincer Yanukovych. Une preuve est que des responsables américains étaient très étroitement impliqués, y compris des membres du gouvernement américain, notamment des membres du Congrès américain, comme McCain et je pense Murphy, un autre sénateur américain. Ils ont ouvertement appelé à un changement de régime en Ukraine pendant les manifestations de l'Euromaïdan. Ils ont soutenu les activistes de Maïdan. Et il y avait une vidéo très célèbre de Victoria Nuland, qui était l'une des principales responsables du département d'État américain à l'époque, distribuant des cookies aux activistes de Maïdan lors de cette manifestation contre Yanukovych. Selon les preuves que je cite dans mon étude, elle a en fait rencontré Yanukovych peu après le début des manifestations de Maïdan et lui a dit qu'il devait renvoyer le gouvernement d'Azarov, qui était dirigé par le Parti des régions, dont Yanukovych était l'un des dirigeants à l'époque. Elle a spécifiquement dit qu'il devait licencier ce gouvernement et inclure des membres de l'opposition de Maïdan dans le gouvernement. Et c'était une sorte d'ultimatum qui a été en fait exigé par les États-Unis dans le cadre de cette implication ouverte du gouvernement américain en Ukraine. Il existe un enregistrement célèbre d'un appel téléphonique intercepté entre Victoria Nuland et l'ambassadeur américain de l'époque, quelques semaines avant le massacre de Maïdan, lors d'une autre visite en Ukraine. Elle a été enregistrée en train de discuter de la composition du nouveau gouvernement à l'époque où peu après, Yanukovych a renvoyé le gouvernement d'Azarov et a offert aux dirigeants de l'opposition, Yatsenyuk et Klitschko, des postes dans le nouveau gouvernement, qui était censé être une sorte de gouvernement d'unité nationale. Et donc, en gros, Nuland et l'ambassadeur américain ont discuté ouvertement de qui mettre dans ce gouvernement ukrainien. Cela s'est réellement produit après le Maïdan et après que Yanukovych a fui l'Ukraine. Je vais bientôt décrire pourquoi il a fui, sur la base de preuves. En fait, Yatsenyuk est devenu Premier ministre de l'Ukraine, comme l'a dit Victoria Nuland. Il existe également des preuves très claires qu'ensuite, l'administration Biden a été très étroitement impliquée dans la formation du gouvernement ukrainien, selon des rapports des médias ukrainiens et selon des enregistrements audio d'appels téléphoniques entre Biden et Poroshenko, le président de l'Ukraine. Biden disait essentiellement au gouvernement ukrainien et à Poroshenko, qui nommait comme Premier ministre de l'Ukraine, qui remplaçait comme Premier ministre de l'Ukraine. Et il a également admis avoir dit à Poroshenko de limoger le procureur général de l'Ukraine. C'était donc une implication clé des États-Unis avant et après le massacre de Maïdan. En plus de cela, je cite également dans mes études et dans mes livres une autre preuve importante qui a été publiée par 2 journalistes ukrainiens pro-Maïdan. Ils ont publié une série d'entretiens dans leurs livres sur Maïdan, dans lesquels ils ont cité et rapporté des interviews avec 2 dirigeants du parti d'extrême droite Svoboda, qui était à l'origine un parti néo-nazi et était l'un des principaux partis dirigeant le mouvement Maïdan et l'opposition à l'époque.
kind of Maidan movement and Maidan opposition at the time. And they cited Tchernybok. Et ils ont cité Oleg Tchernybok, qui était le leader de ce parti, et ils ont cité un adjoint de Tchernybok, qui était également vice-président du Parlement ukrainien pendant le Maïdan. Dans leurs interviews séparées, ils ont déclaré que quelques semaines avant le massacre de Maïdan, eux et d'autres dirigeants de Maïdan ont rencontré un représentant de l'Ouest. Ils n'ont pas nommé ce représentant, mais ils ont dit qu'ils avaient eu une discussion avec ce représentant occidental sur ce qu'il faudrait pour que l'Ouest cesse de reconnaître Yanukovych comme une sorte de leader de l'Ukraine. Ils ont dit qu'ils avaient essentiellement eu une discussion comme celle-ci. L'opposition de Maïdan demanderait à ce représentant occidental combien d'activistes devraient être tués avant que l'Ouest cesse de reconnaître Yanukovych. Ils ont demandé, par exemple, est-ce que 3 personnes ou 5 personnes suffisent? La réponse de l'Ouest était non, c'est pas suffisant. Comme 10 personnes. Non, 10 n'est pas suffisant. 20 n'est pas suffisant. Alors ils disent qu'ils se sont mis d'accord sur 100. S'il y avait 100 victimes, des personnes tuées pendant Maïdan, cela signifierait que Yanukovych est responsable et que l'Occident cesserait de reconnaître Yanukovych et son gouvernement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Presque immédiatement après le massacre de Maïdan, sans aucune enquête, l'opposition de Maïdan a affirmé qu'il y avait une centurie céleste, disant que le nombre d'activistes de Maïdan tués était de 100. Ils ont appelé cela la centurie céleste, même si le nombre réel était inférieur à 100. Ils ont inclus des personnes qui se sont suicidées, des personnes décédées de maladies médicales comme des crises cardiaques, et ainsi de suite. Ils ont même inclus une personne qui a été tuée dans le siège du Parti des régions lors de l'attaque par l'opposition de Maïdan. Fondamentalement, il a été tué par des activistes de Maïdan, mais il a été inclus dans cette centaine céleste. Ils avaient donc un incitatif clair à créer cette centaine céleste à cause de cet accord. De plus, immédiatement après le massacre de Maïdan, les gouvernements occidentaux, et spécifiquement le gouvernement américain, ont blâmé Yanukovych pour ce massacre, et les forces gouvernementales, même s'il n'y avait aucune preuve qu'ils en étaient responsables à l'époque. Dans ses mémoires, Biden a écrit qu'il avait appelé Yanukovych juste après le massacre de Maïdan. Biden, à l'époque, était vice-président des États-Unis, responsable de l'Ukraine dans l'administration Obama, et il a dit qu'il avait dit à Yanukovych de retirer essentiellement toutes les forces gouvernementales. Il a dit que Yanukovych était responsable de ce massacre et qu'il devait non seulement quitter sa présidence, mais aussi quitter l'Ukraine. C'était donc essentiellement une menace de la part de la deuxième personne de l'administration américaine pour que Yanukovych non seulement quitte la présidence de l'Ukraine, mais aussi l'Ukraine elle-même. Et ce n'était pas seulement ma menace, car j'ai cité mes études, selon lesquelles il y avait eu quelques tentatives d'assassinat contre Yanukovych. Et c'est la raison pour laquelle il a fui Kiev juste après le massacre de Maïdan, et après avoir signé un accord avec l'opposition de Maïdan, en présence de dirigeants de l'Union européenne, de ministres des Affaires étrangères de Pologne, de France et d'Allemagne, pour organiser des élections présidentielles et enquêter sur le massacre de Maïdan. Il a donc essentiellement dû fuir l'Ukraine, d'abord Kiev, car il y avait des tentatives d'assassinat, et son véhicule a été pris pour cible, et le garde du corps a failli être blessé. Il y avait une balle, etc. Yanukovych a ensuite fui à Kharkiv. Et lorsqu'il se rendait à Kharkiv en hélicoptère, il y a des témoignages des pilotes de ces hélicoptères, selon lesquels ils ont reçu des ordres du nouveau gouvernement de Maïdan, d'un nouveau leader de Maïdan, qui venait d'être nommé président intérimaire par le Parlement, de réellement abattre ces hélicoptères si Yanukovych ne stoppait pas leur vol et ne se rendait pas aux forces de Maïdan.
and would give up Yanukovych to this Maidan forces. So, and there is also testimony of former president of. Et il y a aussi le témoignage de l'ancien président de l'Ukraine, Leonid Kravchuk, qui a déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles il y avait un plan pour assassiner Yanukovych, similaire à l'assassinat de Ceausescu, le dirigeant de la Roumanie communiste, après qu'il ait été tenu responsable d'un massacre similaire qui a eu lieu à Bucarest en 1989. Mais selon les enquêtes du bureau du procureur militaire en Roumanie, ce massacre a également été faussement imputé aux forces de Ceausescu. Mais en réalité, il a été mené avec la participation de dirigeants de l'opposition roumaine, qui ont effectivement pris le pouvoir. Yanukovych a été essentiellement faussement accusé pour cela. Même s'il a fui l'Ukraine, il a fui Kiev puis l'Ukraine, en raison de tentatives d'assassinat contre lui. De plus, sa destitution par le Parlement n'était pas constitutionnelle. Elle a violé les dispositions de la Constitution ukrainienne, car il n'y avait pas de procédure de destitution. Et il n'y a pas de raison de destitution, comme mentionné, telle que l'abandon de son poste. Il n'a pas abandonné son poste à l'époque. Il était en fait présent à Kharkiv et a donné une interview télévisée déclarant qu'il était toujours en Ukraine. Mais le Parlement voulait néanmoins le destituer. Et ce vote, que je cite également dans cette étude, a souvent été présenté comme une preuve que c'était un vote démocratique et une expression de la démocratie. Cependant, il n'était pas seulement inconstitutionnel, mais il a également été mené sous la contrainte. Il y a des témoignages, des vidéos et des photos montrant que de nombreux membres du Parlement, du Parti des régions et du Parti communiste ont été en fait forcés par des activistes de Maïdan, en particulier des membres de ce groupe de tireurs d'élite d'extrême droite, à se rendre au Parlement et à voter pour la destitution de Yanukovych. Même ainsi, encore une fois, ce vote a été mené sous de faux prétextes, même si Yanukovych était toujours en Ukraine, et les membres du Parlement ont voté pour la destitution de Yanukovych sous la contrainte. De plus, le nombre de votants pour sa destitution a été mal représenté, car le nombre de membres du Parlement présents au moment de ce vote, selon les vidéos, était d'environ 260, ce qui constituait une légère majorité, et non le nombre d'environ 600 qui a été revendiqué plus tard par les médias et par les dirigeants de l'opposition moderne. Cela a également été falsifié, car de nombreux députés ont été enregistrés comme ayant voté pour la destitution de Yanukovych. Il a été admis par l'un des dirigeants de l'opposition du Maïdan à l'époque, qui était à la tête du comité parlementaire du Maïdan, qu'il avait reçu l'ordre du chef de l'opposition du Maïdan d'obtenir l'accès aux cartes de vote des membres du Parlement, des duplicata, et de les utiliser lors d'un tel vote. C'est une preuve claire que ce vote a été falsifié, qu'il était inconstitutionnel et basé sur de faux prétextes et de fausses accusations selon lesquelles Yanukovych était responsable du massacre du Maïdan. Mais en plus de cela, il y a aussi un lien très important avec cela. Parce qu'au moment où ce vote a eu lieu, le Parlement était dirigé par le vice-président du Parlement ukrainien, qui était en fait du parti d'extrême droite Svoboda. C'est lui, comme je l'ai mentionné, qui a donné cette interview sur un représentant occidental, leur disant que Yanukovych cesserait d'être reconnu par l'Occident après que 100 personnes aient été tuées. C'était la même personne qui a été filmée par la télévision allemande ZDF, accompagnant des snipers de ce groupe d'extrême droite, secteur droit à l'hôtel Ukraina. Il y a également eu une déclaration du parti Svoboda avant le massacre de Maïdan, selon laquelle ils avaient pris l'hôtel Ukraina sous leur contrôle. Selon une enquête du gouvernement ukrainien, l'une des chambres de l'hôtel, qui était occupée par un autre leader de Svoboda, également membre du Parlement, était l'endroit d'où les snipers de Maïdan ont tiré sur une équipe de télévision de la BBC pendant le massacre de Maïdan.
during the Maidan massacre, and there is also Ukrainian television. Il y a aussi une vidéo de la télévision ukrainienne qui montre un reportage d'un journaliste ukrainien affirmant que pendant le massacre de Maïdan, des tireurs d'élite tiraient depuis la même chambre d'hôtel qui était occupée par des députés de Svoboda. Toutes les preuves et aussi des clarifications très importantes sur le départ de Yanukovych. Clarifications about the removal of Yanukovych. Yeah, it's well, it's very interesting though that, Oui, all c'est of très this intéressant. forms of Cependant, human rights que toute cette and attention sur les droits de l'homme et l'empathie soit toujours utilisée comme arme pour vendre la guerre comme une sorte de mission de paix. Vous continuez également à voir cela jusqu'à aujourd'hui, une décennie plus tard, que même maintenant, une majorité d'Ukrainiens veulent des négociations pacifiques et sont même prêts à céder du territoire. C'est la majorité de ceux qui se trouvent même en dehors des zones contrôlées par la Russie. Pourtant, nous voyons les dirigeants politiques toujours nous dire que nous soutenons l'Ukraine. Cela ne signifie jamais réellement faire ce que le public veut. C'est toujours juste pour combattre les Russes avec les Ukrainiens, semble-t-il. Et encore une fois, je suis aussi très surpris maintenant avec les Européens que même alors que la guerre touche à sa fin, ils veulent toujours continuer à se battre parce qu'il reste encore un peu de pouvoir de combat en Ukraine. C'est très sélectif. Encore une fois, l'expression d'empathie pour les Ukrainiens est toujours absente lorsqu'elle ne sert pas à soutenir le gouvernement ou à pousser pour une guerre supplémentaire. C'est-à-dire que tous les Ukrainiens qui sont arrachés des rues pour être envoyés au front, il n'y a pas de véritable mention dans les médias. Personne ne semble se soucier des libertés politiques, économiques, religieuses ou des violations des droits de l'homme par le gouvernement et leurs groupes liés à l'extrême droite. C'est juste, oui, c'est intéressant de voir comment les seules fois où les droits de l'homme sont évoqués, c'est de manière manipulatrice. Donc il ne devrait pas être surprenant que oui, les droits de l'homme et les massacres soient effectivement, sinon ordonnés, considérés comme une condition qu'il doit y avoir une sorte de massacre pour légitimer les problèmes humanitaires. Et c'est aussi très étrange parce que les grandes puissances ne se comportent pas en fonction des valeurs. Mais encore une fois, ce comment ça s'appelle, Centre Céleste, devient presque un outil de propagande ou de marketing pour légitimer un changement de régime. Oui, j'avais juste une dernière question qui était un peu à propos de vous en fait, sur la façon dont votre travail a été reçu. J'ai un collègue et ami, le professeur estonien Rein Mullerson. Il était, eh bien, à l'époque, le conseiller juridique de Gorbatchev. Et lorsque l'Estonie a déclaré son indépendance, il a rédigé la déclaration d'indépendance pour l'Estonie. Il a également travaillé dans des universités très prestigieuses comme la London School of Economics. Cependant, parce qu'il a assisté à des conférences en Russie et parce qu'il a cette croyance folle qu'il est bon de parler à l'autre camp, les Estoniens lui ont retiré son titre de professeur émérite là-bas, le punissant effectivement pour avoir assisté à des conférences. Il n'a soutenu aucune guerre ou quoi que ce soit de ce genre, mais cela suffit. Quoi qu'il en soit, cela m'a amené à vous, car d'après ce que je comprends, vous avez eu des problèmes avec votre éditeur. Et dans l'ensemble, vous savez en tant qu'Ukrainien écrivant sur l'Ukraine, néanmoins, c'est oui. La liberté académique, pour nous, n'est plus ce qu'elle était, je suppose. Oui, je pense qu'il est également important de le mentionner. Lorsque j'ai présenté mes premières études sur le massacre de Maïdan lors de la conférence à l'Université de l'Alberta, à l'Institut ukrainien des études ukrainiennes en octobre 2013, après cela, ma maison, mon terrain et tous mes biens, que j'avais hérité de ma mère et que j'utilisais pour voyager et séjourner en Ukraine pour affaires, chaque année lorsque j'étudiais et vivais aux États-Unis et au Canada, ont été pris et saisis illégalement par la force.
Les décisions de justice par le juge, dont j'ai reçu des informations de sources fiables, ont été essentiellement dictées pour rendre une telle décision, contrairement à toutes les preuves. C'était donc essentiellement une décision politiquement motivée, avec l'implication de personnes qui étaient en fait liées à un groupe de tireurs d'élite, parce qu'ils faisaient partie de la même organisation. Et c'est comme un cas dans cette situation. Un autre cas est qu'ils m'ont en quelque sorte mis sur cette liste de pacificateurs et de mérite pour mes études sur le massacre de Maïdan, où je parle du mouvement des organisations d'extrême droite et néo-nazis, tels que le secteur droit et Azov, dans le massacre de Maïdan. Cela a donc été considéré comme un crime. Ils ont également dit que je suis mis sur une liste de cibles militaires, en raison de mon rôle dans les révélations sur un membre de la division SS Galicia, qui a été ovationné par les membres du Parlement ukrainien, les responsables du gouvernement ukrainien et les dirigeants, ainsi que par Zelensky et son gouvernement lors de la visite de Zelensky. C'était donc considéré comme un crime. Ce n'est qu'un litige contre moi. Je compare mon expérience à celle de l'Union soviétique lorsque j'ai été menacé d'expulsion de mon université en 1990. J'ai rédigé ma thèse de premier cycle basée sur la série économique occidentale et la théorie de Max Weber, affirmant que le système économique soviétique était inefficace et voué à l'effondrement. Ils ont tenté de m'expulser de l'université, et même s'ils ne m'ont pas expulsé, ils m'ont donné une note de C, ce qui m'a empêché d'accéder à une école de troisième cycle à l'époque. C'est juste mon expérience qui est un peu différente de mon point de vue. Ce qui se passait en Occident est en quelque sorte comparé à l'Ukraine, et aussi à l'époque de la Grande Terreur en Union soviétique, lorsque tout lien entre les universitaires occidentaux et leurs homologues occidentaux était essentiellement considéré comme une preuve de crime et de l'espionnage. De nombreuses personnes ont été arrêtées et exécutées simplement parce qu'elles avaient visité des pays occidentaux ou échangé des correspondances avec leurs collègues occidentaux. Maintenant, je vois beaucoup de réactions similaires en termes de tentatives d'utiliser le même type de preuves, comme celles utilisées par Staline et la police secrète soviétique, pour s'en prendre aux universitaires occidentaux qui ont simplement des contacts avec des personnes en Russie, etc., même s'il n'y a absolument aucune preuve qu'ils fassent quelque chose d'illégal. Pourtant, ils sont accusés, diffamés et tentés d'être poursuivis pour cela. Et donc, mon expérience personnelle a été que j'ai eu ce problème pour publier un article dans une revue à comité de lecture. D'abord, il a été accepté par une revue à comité de lecture avec des évaluations positives, mais ensuite, un éditeur de la revue a refusé de publier cet article. J'ai donc publié cet article dans 2 autres revues sous forme d'articles séparés. Ceux-ci ont été publiés après, encore une fois, des évaluations positives dans 2 grandes revues à comité de lecture. Plus tard, j'ai publié un livre, le livre sur le massacre de Maïdan, chez une grande maison d'édition académique. Mais un autre livre qui était attaqué, Erutvich, après des évaluations très positives, et devait déjà être publié. Ce livre porte sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses origines, remontant au Maïdan, comme le massacre de Maïdan, et aussi Yanukovych, qui sont des événements clés et des origines de cette guerre, des conflits qui ont eu lieu, des conflits ultérieurs qui ont finalement conduit à l'invasion russe de l'Ukraine. Et ce livre devait être publié, mais Routledge a refusé de le publier, à moins que j'incorpore des perspectives alternatives. Comme je devais dire que Nord Stream a été essentiellement détruit par la Russie, que l'Ukraine est une démocratie, qu'il n'y a pas de guerre par procuration en Ukraine, que Zelensky est un démocrate et que la Russie voulait occuper toute l'Ukraine. Tous ces récits, je dois en quelque sorte les inclure comme un récit viable, même si cela est contraire aux preuves et contraire à mon intégrité académique.
and contrary to my academic integrity. So I could not do this basically to falsify. Je ne pouvais donc pas faire cela, en gros, falsifier tous ces événements et faire ces affirmations dans ma recherche, car ce n'est pas ce que montrent les preuves. J'ai donc refusé de le faire et j'ai dû annuler le contrat de livre avec Routledge. Et maintenant, tout récemment, mon livre, le même livre, a été accepté pour publication par une autre grande maison d'édition académique occidentale, après des évaluations par les pairs. Encore une fois, une procédure très standard, suivant des évaluations positives par les pairs. Ce livre sera donc publié cet été. Et ce livre sera également publié en accès libre, ce qui signifie qu'il pourra être accessible gratuitement par tout le monde. Et cela grâce au financement participatif, qui est toujours en cours, et grâce auquel j'ai pu obtenir le soutien de nombreuses personnes, ainsi qu'une petite subvention de mon université. Mais je pense que c'est un moment très difficile pour dire quelque chose de contraire à de tels récits, à cause de ma propre expérience en Union soviétique, face à une telle censure, et aussi de ce que je vois se passer en Ukraine. Je ne considère pas cela comme la même situation extrême que nous voyons actuellement en Occident. Même ainsi, c'est inacceptable et très difficile à faire. Mais je pense que la tâche d'un chercheur, d'un universitaire, est essentiellement de dire ce qui est la vérité et non ce qui est politiquement convenable, et de ne faire aucune affirmation frauduleuse. C'est pourquoi je considère la vérité comme une question très importante. Et mon objectif est de tout publier et de tout rapporter sur la base de preuves et non sur la base de considérations ou de récits politiques. Je regrette, enfin, peut-être que regretter n'est pas le bon mot, mais je regrette, au moins depuis la Première Guerre froide, le courage politique qui existait en Occident, la confiance en soi qu'il n'était pas nécessaire de censurer les médias comme les médias russes, par exemple, par peur de ne pas pouvoir contrer les arguments. Il n'était pas nécessaire de censurer les universitaires, d'avoir ce genre de purge de toute opposition et d'exiger la conformité. Il y a, je pense, ce manque de confiance ou cette intolérance envers l'opposition. Je pense que ça coûtera probablement cher si nous continuons à limiter la liberté d'expression de cette manière. Quoi qu'il en soit, professeur Kachanovski, j'apprécie votre temps et je conseillerais à tout le monde de lire également votre livre, étant donné qu'il est en accès libre, donc tout le monde peut le télécharger et le lire gratuitement. Je mettrai donc un lien vers cela aussi. Ainsi, plus de gens devraient être plus familiers avec les réalités et les faits, plutôt qu'avec les récits qui sont vendus. Merci encore, professeur Kachanovski. Merci. Je pense que c'est une conversation très utile et bénéfique. Je pense que c'est un sujet très important à discuter et j'espère publier encore plus bientôt. J'ai déjà mentionné ce livre et cet article. Encore une fois, ce fut un plaisir de discuter de ces questions sur votre podcast. Merci. Pour qu'il ait une sorte de, confiance parmi tous ces gens de Maïdan et la société civile. Et deuxièmement, ce qui était assez troublant, la même Olga a dit que bien toutes les preuves montrent que les personnes tuées par des snipers des deux côtés, parmi les policiers et les gens dans les rues, ont été tuées par les mêmes snipers. Eh bien, c'est, oui, préoccupant. Alors, elle m'a aussi montré des photos. Elle a dit que, en tant que médecin, elle peut, vous savez, affirmer que c'est la même écriture, le même type de balle, et c'est vraiment troublant que maintenant, la nouvelle coalition ne veuille pas enquêter sur ce qui s'est exactement passé. Il y a donc maintenant une compréhension de plus en plus forte que derrière les snipers, ce n'était pas Yanukovych, mais quelqu'un de la nouvelle coalition.